Bonjour à tous, nous sommes lundi 30 mai et les commémorations des périodes d'esclavage sont terminées. On peut dire, on parlera tout à l'heure probablement dans le journal, mais sinon aujourd'hui on va recevoir dans un instant le secrétaire, j'ai envie de dire le nouveau secrétaire général du Parti communiste guadeloupéen, qui est aussi l'ancien, Félix Flemin. Bonjour. Bonjour. On va recevoir plus tard email qui nous parlera d'un projet qui fonctionne déjà, Micronet, si je me trompe, oui, Microplanète, pardon, 97.1, il nous expliquera plus ce que c'est. Et un peu plus tard, on recevra en direct Elisabeth Adélaïde, la directrice de Riverinto. C'est la période des vacances et des voyages, le moment déjà de penser à votre planification. En dehors de ça, c'est l'actualité. L'actualité, le lundi désormais, c'est Mélissa Gondel. Bonjour Danick, donc on débute tout de suite avec les titres de ce lundi 30 mai. À compter d'aujourd'hui et jusqu'au 2 juin se déroule le 99 congrès des maires à Paris. À cette occasion, les maires de la Guadeloupe et la présidente du conseil départemental se sont rendus sur place. Vendredi 27 mai, jour de l'abolition de l'esclavage, a eu lieu une manifestation commémorative au Fort Louis d'Elgrès à Basse-Terre. De nombreuses personnalités politiques étaient présentes afin de célébrer notre patrimoine. Depuis ce matin, les salariés du SIAG sont en grève. Suite au transfert des employés de la Générale des Eaux vers le SIAG, il semblerait que ces derniers ont perdu de nombreux avantages. Voilà, merci Mélissa, qu'on va retrouver tout à l'heure pour le développement des titres. Je vous l'ai dit, on reçoit le nouveau secrétaire général du Parti communiste guadeloupéen, dont le congrès s'est terminé il y a quelques jours. C'était le 15e congrès et c'est Félix Flemin. Félix Flemin, comme on dit, on rempile, c'est pas trop dur? Non, c'est pas trop dur, c'est une mission, c'est une tâche. Nous avons eu un bon congrès qui a permis de faire l'analyse de la situation du pays, mais surtout de nous mettre en perspective parce qu'il y a des urgences dans le pays et nous avons mis en place une nouvelle direction que j'ai l'honneur de présider, une direction renouvelée avec de jeunes camarades, avec des femmes qui ont fait leur entrée au sein du comité central du parti. Donc on poursuit le travail, on reconstruit petit à petit, parce que c'est un travail jamais terminé, on poursuit le travail de construction d'un parti communiste guadeloupéen pour répondre aux problèmes du pays, pour être en position d'agir en Guadeloupe avec les Guadeloupéens, eu égard à la gravité de notre situation. Donc j'ai, oui, rempilé dans cette mission-là, parce que c'est une mission, mais c'est une mission collective. Alors quand on voit un peu les orientations issues de ce congrès, j'ai noté notamment la volonté pour le parti d'installer dans différentes régions du pays des comités pour l'autonomie. Pourquoi? Parce que la question fondamentale du pays aujourd'hui, celle des relations nouvelles, différentes que nous devons avoir avec la France, passe par l'adhésion, par la mobilisation des Guadeloupéens eux-mêmes. Nous avons donc tiré l'expérience de toutes les initiatives que nous avons prises depuis tantôt, visant à rassembler dans le cadre de front uni l'ensemble des organisations, non seulement anticolonialistes, mais des organisations guadeloupéennes qui considèrent qu'on ne peut pas rester dans le statu quo. Nous considérons que cette démarche-là, qui conserve toute sa réalité, doit pouvoir être élargie au niveau de la population guadeloupéenne, au niveau des Guadeloupéens eux-mêmes qui doivent s'impliquer. Il n'y aura pas de changement en Guadeloupe s'il n'y a pas l'implication des Guadeloupéens. D'où pour nous, justement, cette démarche de mettre en place des comités populaires pour l'autonomie dans toutes les communes de la Guadeloupe, de manière à faire en sorte que, y compris le contenu politique de l'autonomie, son contenu économique, émane de la réflexion et de l'action des Guadeloupéens. Donc c'est cette démarche d'éducation populaire, de mobilisation des Guadeloupéens là où ils vivent sur une question qui les concerne avant tout parce qu'ils sont les seuls acteurs du développement et de l'histoire et ils sont comptables aussi du devenir de leur pays. Alors historiquement, le mot d'autonomie en union avec la France qui est devenu autonomie démocratique et populaire du PCG n'est pas nouveau. Comment expliquez-vous le fait que plus de 30 ans après, il ne soit pas encore entré, on va dire, en fonction, c'est-à-dire que ça ne soit pas encore l'adhésion totale du peuple guadeloupéen? Parce que depuis 1958, depuis donc près de 60 ans, nous avons été combattus de toutes parts sur l'échiquier politique.
D'abord par les forces assimilationnistes, les forces réactionnaires qui ont présenté aux Guadeloupéens l'autonomie comme étant l'aventure, en disant que toute rupture des liens coloniaux que nous avons avec la France, eh bien, s'apparente à l'aventure. C'était les slogans qu'on connaît: autonomie assiette vide, autonomie misère, autonomie Dominique, autonomie c'est Haïti. Et puis nous avons aussi été combattus par les organisations indépendantistes qui ont considéré que l'autonomie c'était une démarche d'assimilation, que seule l'indépendance pouvait porter cette rupture avec le système colonial. La preuve est faite aujourd'hui que non, il y a moyen. L'important pour nous, c'est de disposer du pouvoir politique nous permettant d'établir un autre type de relation avec la France. Cette démarche, cette quête de responsabilité, de souveraineté, c'est une démarche par étapes. C'est une démarche dont seul le peuple guadeloupéen est comptable. L'important aujourd'hui, l'urgence de la Guadeloupe, eh bien, c'est d'avoir en Guadeloupe un pouvoir politique qui s'inscrit dans une relation différente avec la France, avec l'Union européenne, avec la Caraïbe, pour pouvoir mettre en place le développement, pour pouvoir régler les problèmes auxquels sont confrontés les Guadeloupéens. Donc, pourquoi nous n'avons pas été entendus? Parce que nous avons été combattus de toutes parts sur l'échiquier politique, mais aujourd'hui, je crois que cette réalité-là, elle s'impose aux uns et aux autres. Il est patent que le statu quo n'est pas possible. On ne peut plus rester dans le cadre de ces relations. La responsabilité en incombe aux Guadeloupéens aujourd'hui. Bien sûr, le système colonial perdure. Bien sûr, nous sommes dans... Mais il ne suffit pas de le dire. Il faut agir pour changer. Et cette action-là, elle dépend de nous. Ce n'est pas tant le peuple, l'État français qui est responsable de notre situation. C'est nous-mêmes. Les freins, les obstacles sont en Guadeloupe. Ce sont ces obstacles-là qu'il faut lever. Et vous pensez qu'on peut agir sur le système de l'intérieur aujourd'hui encore, compte tenu de l'échiquier politique tel qu'il se présente? On voit un peu, on a un nouveau président de région, on a des forces anticolonialistes disséminées. Comment vous voyez un petit peu une action à l'intérieur du système? C'est la raison pour laquelle nous nous appuyons et nous disons au peuple guadeloupéen que ça dépend de lui. Nous, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les uns et les autres qui ont fait et qui continuent à faire le jeu du système colonial sont confrontés aujourd'hui à cette impossibilité d'agir. Et d'aucuns disent, alors selon bien évidemment les sphères dans lesquelles ils se trouvent, que le système a atteint ses limites. Nous voudrions rassembler sur un projet, sur un contenu. Nous sommes clairs, ce n'est pas l'autonomie en soi. D'ailleurs, ce n'est pas un statut quel qu'il soit qui change la donne. Le statut, c'est un outil pour pouvoir mettre en œuvre une politique qui serve les intérêts de la Guadeloupe, une politique qui s'appuie sur les richesses, les énormes potentialités dont nous disposons. D'abord, le peuple guadeloupéen lui-même. Peuple guadeloupéen, et on sort d'une période, vous le disiez, de célébration, de commémoration, qui s'est construit dans la lutte et dans la résistance. Et donc un peuple guadeloupéen qui a cette capacité d'affronter l'adversité, mais qui aujourd'hui est divisé parce qu'il n'a pas cette ligne-là, cette démarche commune portée par tout un chacun sur un projet. La question cardinale qu'il nous faut régler, c'est rassembler tous ceux en Guadeloupe dont les intérêts sont menacés par le système de relations dans lequel nous sommes avec la France, menacés par la libre concurrence, menacés par les marchandises, et on le voit, la réalité économique. On voit que le secteur de la production, tantôt l'Iguavi, hier le BTP, demain je ne sais très quelle autre corporation, qui à chaque fois pose le problème de ceux qui ne peuvent pas avancer parce que concurrencés par les produits venus d'Europe, parce que ne pouvant pas protéger la production guadeloupéenne, et puis la Guadeloupe qui ne peut pas protéger son marché, qui ne peut pas faire valoir la préférence guadeloupéenne à l'emploi et qui ne peut pas protéger son foncier parce que nous sommes un pays qui évolue dans le cadre de règles, de normes inadaptées à nos réalités. Eh bien c'est cela l'autonomie, c'est avoir cette capacité politique de mettre en œuvre les règles, les normes qui correspondent à nos besoins. Protection de notre production, valorisation
des produits guadeloupéens, ça suppose un pouvoir fiscal, un pouvoir douanier. Le foncier guadeloupéen qui doit revenir aux Guadeloupéens, la terre à ceux qui la travaillent, dans le cadre de la mise en œuvre, par exemple, d'une agence foncière de la Guadeloupe qui serait propriétaire du sol guadeloupéen et qui la mettrait à disposition de ceux qui en ont besoin comme outil de travail, non pas pour en avoir la propriété individuelle. Mais il faut absolument, lorsqu'on voit l'émiettement des surfaces agricoles guadeloupéennes, de la Guadeloupe qui partent à l'encan au profit de la spéculation foncière, il est indispensable de protéger ce foncier-là. Pour ça, il faut l'autorité publique, politique de la Guadeloupe qui mette en œuvre un projet, un cadre, et ce cadre-là, nous voulons le bâtir avec tous ceux dont aujourd'hui les intérêts sont menacés. C'est notre travail. Donc, et pour pouvoir pousser à la roue, il faut que les Guadeloupéens l'imposent aux politiciens, aux élus qui gèrent le système, mais qui ne dirigent pas la Guadeloupe. Il faut un pouvoir politique en Guadeloupe pour diriger, pour construire ce pays-là. Alors, précisément, 6 mois après l'arrivée de Harry Chalus aux affaires à la région, première question, est-ce que vous l'avez rencontré ou est-ce que vous souhaitez le rencontrer? Est-ce que vous sentez déjà que l'avenir est en train de changer? Non, non, du tout. L'avenir ne change pas parce qu'on est dans le même système. On a changé les hommes. Mais depuis tantôt, on change les hommes. Avant, Harry Chalus, Victorin Lurel avait lui-même remplacé Lucette Michaud-Chauve. Oui, on est dans un changement d'homme, mais on est toujours dans le même logiciel politique. Celui que je décrivais, celui qui ne nous donne pas les outils et les moyens de nous construire par nous-mêmes. Parce que les uns et les autres ont la même démarche de mimétisme, de vouloir construire la Guadeloupe, ou tout au moins de vouloir gérer la Guadeloupe comme si c'était la France, comme si c'était l'Europe. Non, nous sommes un pays non développé de la Caraïbe, qui a des atouts, qui a des richesses, contrairement à ce qu'on nous dit, on prétend que nous soyons un pays handicapé parce que nous sommes un archipel, alors que c'est exactement le contraire. Nous savons tous que les richesses de l'humanité sont dans le sous-sol marin. Nous qui avons la chance d'être un archipel, nous sommes un pays riche. Sauf que cette potentialité-là, cette zone exclusive économique de plus de 110 000 km², eh bien, elle ne nous appartient pas. Ce n'est pas nous qui la gérons. Elle appartient à la France et par extension à l'Union européenne, qui l'utilise pour les besoins de son commerce dans la Caraïbe. Il y a, je crois, ici très récemment, un candidat à un candidat républicain qui est venu faire campagne ici et qui dit que son objectif c'est que nous soyons un porte-avions. Et tous les hommes politiques français qui viennent ici, eh bien, disent que la Guadeloupe est une chance pour la France. Mais nous voudrions, nous communistes, que la Guadeloupe soit d'abord une chance pour les Guadeloupéens. Et si nous avons un message à faire passer, c'est surtout celui-là. Nous avons les potentialités, nous avons les capacités, nous avons un pays riche, nous avons des hommes et des femmes formés. Ce qu'il nous manque, c'est le pouvoir politique de mettre en œuvre les richesses de la Guadeloupe, de l'organiser. Ce qui nous manque surtout et avant tout, c'est confiance en nous-mêmes. Et ce travail-là, il est difficile. Nous avons entrepris de le faire. Nous n'entendons pas le faire tout seul. Nous entendons le faire avec tous ceux qui partagent peu ou prou cette nécessité de rompre avec le système, de sortir du statu quo. Bien sûr, tout le monde n'est pas communiste. Tout le monde n'a pas la même vision que nous de la construction d'une société sur les fondements du socialisme, c'est-à-dire où les moyens de production stratégiques doivent appartenir à la collectivité et à la puissance publique. Mais nous pouvons en commun, par rapport aux urgences de la Guadeloupe, par rapport aux dangers qui menacent notre pays, qui frappent notre jeunesse condamnée à l'exil, qui est exclue non seulement de l'emploi, mais de la vie dans son pays. Nous avons plus que jamais aujourd'hui le devoir de rassembler tous ceux qui disent que là, le statu quo n'est pas possible. Il faut sortir du système départemental, il faut rompre avec l'assimilation, rompre avec le mimétisme et mettre en œuvre un projet qui corresponde aux besoins du peuple guadeloupéen. Et dans ce peuple-là, d'abord les travailleurs qui sont ceux qui font la richesse. Vous savez, Félix Fémet, bon, il nous reste peu de temps, mais on va quand même vous poser la question. En ce moment, vous êtes vu en France.
par la magie des ondes, du satellite. Donc nous avons des compatriotes, des Guadeloupéens, sans doute aussi des communistes guadeloupéens qui sont en France, qui vous regardent en ce moment. Vous savez qu'il y a eu récemment la création de cette fondation, on l'appelle Fondation Roumana, Fondation de la honte, etc., sur réconciliation et esclavage. Je ne sais pas si votre congrès a abordé la question des réparations, mais c'est une question qui est nécessairement aujourd'hui à l'ordre du jour en Guadeloupe et singulièrement en France. Quel est votre message sur cette question par rapport à nos compatriotes qui sont là-bas? Notre congrès ne l'a pas abordé parce que le Parti communiste l'a abordé depuis sa création. Depuis sa création, la question des réparations a été posée par le Parti communiste de la manière suivante. En disant que l'esclavage, c'est un mode d'exploitation qui a permis aux puissances colonisatrices d'Europe de s'enrichir sur le dos de 3 siècles de travail gratuit des hommes et des femmes, sur le pillage colonial qui en est là, dans la droite ligne. Donc l'esclavage a été mis en œuvre dans le cadre de la colonisation, a permis à la France, qui est la puissance qui nous a dominés, de s'enrichir. Donc le droit à réparation, c'est un droit. C'est un droit pour nous de pouvoir nous développer. Donc la réparation, nous la concevons comme une dette qu'a la France vis-à-vis de nous, et elle doit absolument nous accompagner dans les choix que nous ferons de notre développement en matière d'infrastructure pour pouvoir non pas aller en direction des standards européens, mais en fonction des choix que nous faisons. Sortir de cette relation binaire où pourtant il y a des fonds européens, des fonds français qui circulent, qui irriguent l'économie de la Guadeloupe, mais qui ne permettent pas son développement parce que ces fonds-là sont utilisés au service de la puissance dominante. Donc oui, le droit à réparation, nous l'avons inscrit depuis tantôt. Nous voulons contractualiser avec la France le financement du développement de la Guadeloupe en ajout de ce que les Guadeloupéens par leur travail créent, parce que les Guadeloupéens créent et ils enrichissent la France dans le cadre actuel par le biais des impôts, de la TVA, de la fiscalité, des taxes douanières, mais sans doute que l'émission ne sera pas suffisante pour développer tout cela, mais je voudrais dire que oui, nous nous inscrivons pour le droit à réparation et la démarche qui se mène en France actuellement de réconciliation, mais nous n'avons aucun problème avec quelles que soient les communautés qui font le peuple guadeloupéen. On ne va pas refaire l'histoire, mais la réconciliation passe par la justice sociale. La réconciliation passe par un accès égal pour tous les Guadeloupéens au droit au développement. Donc la réparation, l'État français a l'obligation, non seulement morale, politique et juridique, de réparer le retard, le non, parce qu'il est le responsable du non-développement de la Guadeloupe. Donc il doit donner les moyens financiers à la collectivité guadeloupéenne de pouvoir se développer telle qu'elle entend au profit des siens. Bon, juste une précision, réconciliation avant ou réparation avant? Mais la question ne se pose pas, si vous voulez, dans cette logique-là. La réconciliation, je ne pense pas qu'en Guadeloupe aujourd'hui se pose un problème de réconciliation. Ce qui se pose, c'est l'inégale répartition des richesses, singulièrement de la terre. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, la réparation avant, la réconciliation après. Il y a un peuple qui se construit, qui continue à se construire. Il y a une nation guadeloupéenne qui, depuis tantôt, se construit. Cette nation, elle est composée d'un peuple dont nous ne connaissons l'histoire, qui est l'histoire de la traite négrière, qui est l'histoire de l'apport d'autres peuples venus, notamment des comptoirs d'Inde, l'histoire des Français blancs venus d'Europe et l'histoire des Syro-Libanais et qui sur le sol de la Guadeloupe constitue aujourd'hui un peuple et qui doivent constituer une nation. Donc on vit ensemble, sauf qu'il y a une inégale répartition des richesses qui est le fruit de la période esclavagiste. Ce n'est que justice que de réparer cette injustice, ce crime qui a été commis contre une partie du peuple guadeloupéen, surtout un crime commis, codifié par l'État français. C'est donc l'État français qui doit très justement accompagner ce peuple et cette nation guadeloupéenne à se développer. Donc ce n'est pas une démarche ni de vengeance,
C'est une démarche normale qui s'inscrit dans le cadre du droit international. Il dépend de la volonté des Guadeloupéens et d'un pouvoir politique guadeloupéen responsable en capacité de parler d'égal à égal, les yeux dans les yeux avec les responsables de l'État français pour leur dire nous voulons poursuivre avec vous une autre relation, pas celle de la domination coloniale, une relation de partenaire égal. Nous voulons ici avoir une souveraineté partagée avec l'État français. Alors juste un dernier moment, très rapidement, ça va être votre actualité, bientôt la fête de l'étincelle, en un mot. La fête de l'étincelle, en un mot, le thème de la fête de l'étincelle, c'est bien vivre et agir ensemble pour Guadeloupe. 10, 11, 12 juin, rendez-vous à Galba. Nous aurons l'occasion d'y revenir puisque le rédacteur en chef de l'étincelle sera notre invité cette semaine. Voilà, merci Félix Flémin, secrétaire général du Parti communiste guadeloupéen. On se retrouve tout à l'heure en deuxième partie de ce ZCL avec bien évidemment Mélissa Gondin pour les titres de l'info. Mais surtout maintenant, on prend la page de pub et puis on se retrouve vers 13h04. Voilà. Voilà, il est 13h11 dans le ZCL de ce lundi 30 mai. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on va recevoir Durimel, qui est là pour parler de microplanète. On va savoir tout à l'heure au succès. Mais pour l'heure, on se retourne tout de suite vers Mélissa Gondin pour le rappel des titres et le développement du premier titre de l'information. Bonjour Mélissa. Au sommaire de ce lundi 30 mai, à compter d'aujourd'hui et jusqu'au 2 juin se déroule le 99e congrès des maires à Paris. À cette occasion, les maires de la Guadeloupe et la présidente du conseil départemental se sont rendus sur place. Vendredi 27 mai, jour de l'abolition de l'esclavage, a eu lieu une manifestation commémorative au fort Louis Delgrès à Basse-Terre. De nombreuses personnalités politiques étaient présentes afin de célébrer notre patrimoine. Depuis ce matin, les salariés du SIAG sont en grève. Suite au transfert des employés de la Générale des Eaux vers le SIAG, il semblerait que ces derniers ont perdu de nombreux avantages. Là, c'est le reportage. Tout de suite, on va commencer avec le premier titre. Et évidemment, on va commencer par le SIAG, Mélissa. Exactement, Danick. Donc, depuis ce matin, les salariés du SIAG se sont réunis au siège à Gosier pour protester et revendiquer un certain nombre de droits. Bientôt un an que les salariés sont en négociation, mais aucune solution ne semble être adoptée. Une rencontre est prévue cet après-midi avec le président du SIAG, Laurent Bernier. A noter que si aucune revendication demandée n'est acceptée par la direction, le mouvement de grève perdurera. Reportage de Jeff Taylor. Ils sont à court terme. En l'occurrence, on a nos primes de vacances. Mais bon, s'il faut remonter à la genèse, ça va prendre un temps. Mais il faut savoir qu'on a été transféré. On a 15 mois pour garder nos acquis. Il est vrai que depuis tantôt, il y a un certain nombre de collègues qui ont perdu un certain nombre d'avantages. Et nous ne sommes pas encore arrivés au bout de 15 mois. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est parce qu'un certain nombre de collègues, nous arrivons en période de vacances. Les collègues voulaient savoir comment leur prime de vacances, si elle sera versée, si elle sera maintenue, comment ça va être fait. Malheureusement, lorsqu'on a eu le dernier entretien avec le président du SIAG, M. Bernier, bon, ça ne s'est pas bien passé et les collègues et tout le personnel ont décidé de rentrer en mouvement. Alors l'UNSA Industrie s'est associée à la CGTG, à l'UNSA, l'UTC, UGTG de façon à bien faire comprendre à la population que si des syndicats se rassemblent pour réclamer le respect de leurs droits au SIAG, ce n'est pas par hasard. Cela va faire bientôt un an que nous sommes sur une table de négociation et qu'on nous tourne comme des bourriques autour d'éléments sur lesquels nous sommes déjà nous d'accord, mais que le SIAG ne veut pas adopter pour de simples raisons qui n'ont pas été expliquées clairement aux représentants du personnel. Ça a été crescendo, c'est pas faute d'avoir essayé de négocier, mais bon, malheureusement, aujourd'hui, on se dit que la seule chose qui va faire en sorte qu'on nous entende, c'est d'arriver au mouvement de grève, quoi. Qui dit grève
comment dirais-je, il y aura des problématiques sur le réseau parce que nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas sur notre poste de travail, pardon, et qui fait que si les responsables n'essaient pas de trouver une issue à nos problématiques, bon, les choses iront s'empirant parce que déjà le réseau, tout le monde le connaît, en Guadeloupe, comment fait son état. Et puis bon, nous sommes toujours ouverts à la discussion, mais une discussion qui puisse mener à des solutions pérennes. Et pour le moment, ce n'est pas le cas. Tous les personnels transférés ex-général des eaux qui ont été transférés au SIAG, on n'a pas eu à gérer la partie financière. Nous sommes là, nous subissons. Et s'agissant de cette partie, on ne pose jamais on ne tient pas compte de nos doléances et on fait avec. Mais cependant, il y a ce qui nous appartient, qui reste le salaire, les avantages et tous les accessoires. Alors on fait en sorte pour pouvoir garder nos acquis. Le congrès des maires a débuté, l'année prochaine ce sera le 100e, mais cette année ce n'est que le 99e. Effectivement, Danick, donc la présidente du conseil départemental, Josette Borel-Lincertin, s'est rendue aujourd'hui à Paris pour le 99e congrès des maires. C'est au siège de l'AMF et à l'hôtel de ville qu'ont été abordées la question du financement des communes, de l'indélinquance et du développement rural. Autant de thèmes au cœur des principaux enjeux politiques de notre région. Les maires de Goyave, Sainte-Anne, Bémao et Pointe-Noire se sont exprimés au micro de notre reporter Maurice Cessé. En tout cas, beaucoup de formations pour nos maires et également les élus qui m'accompagnent, notamment sur les différentes thématiques qui vont être évoquées. C'est vrai que le sujet prégnant aujourd'hui dans le cadre de la journée de l'outre-mer, c'est la problématique des finances des communes, mais au-delà du désengagement de l'État, c'est surtout des problèmes d'insécurité qui se posent au niveau de territoire. En revanche, ce que je trouvais dommage, c'est qu'on n'ait pas suffisamment mis en avant les problématiques liées à l'environnement, notamment les problèmes de gestion de l'eau, de gestion des déchets, sur lesquels nous avons beaucoup de retard en Outre-mer. Oui, comme vous dites, lorsque vous dites traditionnel, j'imagine que vous voulez dire que chaque année, ce sont les mêmes sujets qui sont abordés, ce sont les mêmes engagements qui sont parfois pris par l'État. Bon, finalement, on piétine, c'est vrai, il faut dire les choses. D'autant plus que nous avons beaucoup parlé ce matin à l'ensemble des présidents sur la diminution des dotations de l'État. C'est quand même 60% que les communes d'une manière générale contribuent. 60% des communes contribuent à cette diminution. Et donc ce qui obère notre capacité d'autofinancement, évidemment forcément ça freine le développement. Et donc, nous voulons vraiment que les choses puissent s'inverser. Mais néanmoins, nous devons faire avec. Et notamment, nous devons gérer au mieux nos dépenses de fonctionnement. Oui, bonjour à tous. C'est vrai, c'est une première pour moi en qualité de maire parce que je le suis il y a à peine 4 mois, bientôt 5 mois. Ce n'est pas la première fois que je viens sur un congrès des maires puisque j'ai eu l'occasion à l'époque d'Harry Chalus de pouvoir m'y rendre puisqu'il nous permettait non seulement de pouvoir nous former, mais nous déplacer pour pouvoir voir un petit peu comment les choses se passaient et entendre un petit peu les problématiques de tout un chacun. Donc aujourd'hui, concrètement, c'est vrai, ma présence en tant que maire m'a permis de comprendre une chose, c'est que sur le territoire de la Guadeloupe, nous ne sommes pas, en tout cas, les différentes communes, les seules dans des situations problématiques, que ce soit au niveau des tensions sociales qui existent, les problématiques liées à la violence, l'insécurité, la délinquance, l'éducation et particulièrement la situation financière des territoires qui aujourd'hui connaît, en tout cas, de grosses difficultés. Cette inégalité entre la métropole 153 € et 59 € pour les dom-tom mérite que cette péréquation soit effectivement réalisée de manière à ce que les départements d'outre-mer arrivent au moins à avoir une amélioration des finances pour permettre un peu plus de développement économique et aussi une meilleure stabilité en matière d'accompagnement aussi de l'activité au niveau de la Guadeloupe.
Et à noter, Dany, que le congrès des maires prendra fin le 2 juin. Et j'ai même envie de me demander si, à l'occasion de ces congrès de maires, les maires qui sont originaires de la Guadeloupe, mais aussi de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion aussi, qui sont à Paris-en-Chaumont, est-ce qu'ils profitent pour rendre visite à nos compatriotes qui vivent là-bas et qui nous regardent en ce moment et qu'on salue. Voilà, on va quitter le congrès des maires, on va revenir sur la planète Terre, plus directement vers la société Microplanète 97.1, et c'est Rudy Durimel qui est notre invité. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez rapidement nous présenter Microplanète 97.1? Donc, Microplanète, en réalité, c'est une société immatérielle. Elle est actuellement physique, dans un lieu physique, mais actuellement sur le web directement. Donc, elle propose des solutions dans le domaine de la maintenance, dans le domaine de la formation, dans le domaine de la vente privée et divers domaines tels que l'ingénierie directement. Donc, je profite de votre plateau pour mettre en avant la branche ingénierie, qui est, on va dire, la branche la plus pulpeuse de Microplanète, qui permet à tout individu, aussi bien particulier que professionnel, de bénéficier de l'ingénierie de Microplanète dans divers domaines directement. C'est-à-dire, quand vous dites l'ingénierie dans divers domaines... Donc, je vous donne un exemple directement. Pour les sociétés et les associations, on propose ce qu'on appelle des sites Internet Global Network. Ce sont des sites Internet dynamiques qui mettent en avant le traditionnel site Internet, mais un lien interactif avec tous les sites sociaux, Skype, Facebook, Twitter, Instagram, directement, chacun dans sa spécialisation. Ça fait que vous intégrez directement au site Internet qui existe un dynamisme, un temps réel qui permet à tout utilisateur d'avoir véritablement une information autre que traditionnelle que sur le site Internet directement. Quelle est la différence entre... La différence, c'est qu'un site social network tel que www.microplanète.net directement est aussi, si vous voulez ouvrir Google et utiliser votre tablette, votre smartphone ou votre ordinateur, et aussi 0590 espace 93 00 97. Donc c'est un numéro de téléphone fixe, mais en le tapant sur Google directement, vous tomberez directement sur toute l'interactivité information, sur Skype, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube et aussi sur le site Internet directement. Donc ça fait que l'information numérique que vous aviez auparavant sur un combiné téléphonique, maintenant vous l'avez numériquement directement par une autre information, par le web tout simplement. Alors, moi je vais vous poser la question à l'envers maintenant. Comment êtes-vous arrivé à cela? En réalité, ça a été 7 années de sacrifice et de travail pour me permettre de structurer un projet en lui-même qui devient un projet communautaire, qui permet aussi bien aux sociétés qu'aux particuliers de bénéficier de leurs droits numériques directement. Donc le droit numérique, c'est les divers impôts que vous payez, TVA, redevance audiovisuelle, écotaxe, taxe d'habitation, redevance audiovisuelle. Tous ces impôts sont assujettis à une fracture, à la libéralisation de la fracture numérique. Donc à partir de ces impôts directement, j'en ai dédié une plateforme qui est la Mediahome pour le particulier. Donc le particulier ayant une connexion Internet et bien sûr un outil informatique qui est l'ordinateur, il bénéficie avec Microplanète et la Mediahome d'un panel de 40 chaînes de télévision de TNT, dont Canal 10, 150 chaînes de radio et 1 million de vidéos, films, séries, dessins animés. Sur son ordinateur. Sur son ordinateur, grâce juste à sa connexion Internet. Oui. Donc la connexion Internet, qu'elle soit par différents prestataires, dès qu'elle est fournie, dès qu'elle arrive sur l'ordinateur, automatiquement l'utilisateur, par rapport à ses droits numériques, reçoit le panel TNT, mais TNI maintenant sur son ordinateur. Parce que vous savez, monsieur Durimel, on dit souvent que le débit ici n'est pas assez important. Le débit trop faible, etc. Voilà, donc on vit dans un monde structural. Le monde structural, c'est le monde quand, par rapport aux fournisseurs d'accès qui proposent des débits et des matériaux informatiques. C'est le mélange du hardware et du software. Donc en proposant une plateforme innovante comme la Mediahome, c'est qu'elle est une intelligence programmée. À l'intérieur de l'ordinateur, vous avez les mêmes composants numériques que tout boîtier numérique que vous louez ou que vous achetez. À partir de là, il fallait intégrer l'intelligence programmée dans l'ordinateur. Donc automatiquement, elle va gérer le contrôle du web, tout ce qui est virus, password, contrôle parental, vers trojan sera automatiquement éliminé avant que vous arriviez directement. Les spyware aussi? Aussi, monsieur, aussi. Tout est une question de programmation parce que vous achetez du matériel informatique assez cher, avec des performances et des résolutions assez intéressantes. Je trouve aberrant que vous vous mettez à louer un boîtier numérique tous les mois alors que vous avez un potentiel énergétique, écologique, économique dans vos mains et dans 230 000 foyers guadeloupéens. Alors, on va parler un petit peu un langage du commun des mortels.
sur les gens qui nous regardent ici en Guadeloupe, en France, un peu partout, se disent, bon, qu'est-ce qu'ils proposent concrètement? C'est-à-dire que j'ai un ordinateur, je veux avoir accès à des chaînes ou à des vidéos, etc. Je fais quoi exactement avec vous? Avec moi, en réalité, c'est votre droit numérique. Donc, vous ne pouvez pas faire avec moi tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que vous êtes sur une législation et à partir de là, différents services sont préposés pour vous permettre d'avoir ces chaînes législatives. Moi, la différence, c'est que je ne développe que sur les ordinateurs directement, donc avec une simple connexion Internet. Et le panel TNT, et le panel Web TV, et le panel Web Radio, et le panel radio traditionnel, et le panel journaux, et le panel web journaux, ça vous fait un panel accessible comme une tablette directement par un icône. Donc à tout moment, vous avez la possibilité, avec une plateforme installée sur votre ordinateur, donc ça se fait en 5 jours, 7 jours. Traditionnellement, quand votre ordinateur, vous venez de l'acheter, il n'y a rien dessus, ou il a des bugs et des virus, avec Microplanète, vous le déposez, 5 jours, 7 jours, programmation, personnalisation, initialisation, et automatiquement, vous avez une demi-heure de formation pour prendre en main la plateforme, tout simplement. Donc c'est assez simple, assez sain et assez innovant, parce que par contre, quel que soit votre prestataire de service, même si vous avez des baisses de débit, l'ordinateur fait en compte l'intelligence et prend en compte toutes les baisses de débit, tout simplement. Le service après-vente, non? Service après-vente, il est interactif puisqu'il est sur tous les supports network, donc il vous permet même aux heures hors de travail d'avoir une information, d'avoir une diffusion, d'avoir une réponse, mais aussi d'avoir une interactivité directement, traditionnellement par un site internet qui vous envoie un email, mais c'est un chat, c'est un interactif, c'est assez innovant et c'est assez vivant. Donc le site internet et la hotline se fait en temps réel. Alors, autre question qui vous serait posée si les téléspectateurs pouvaient être posés en direct, et je la pose pour vous. Quelqu'un veut construire, par exemple, Mélissa veut construire un site internet pour son activité. Comment procède-t-elle avec vous? Mélissa, tout d'abord, j'estime que c'est une personne qui a une activité et un passif. Donc, à partir de là, étant la créatrice de la société, je vais d'abord la mettre en avant. Pour mettre en avant sa réussite, pour mettre en avant l'individu. Et à partir de l'individu, je vais cloner la société de Mélissa directement. Donc, ça va faire en sorte que Mélissa sera la créatrice et la société sera la résultante, tout simplement. Donc, on va créer le site internet et on va lier au site internet tous les liens interactifs, faire un référencement pour que Mélissa soit reconnue directement sur le web en premier, pour que la société de Mélissa soit reconnue directement selon son secteur d'activité et mélanger tout ça directement par une socialisation de telle sorte que l'accessibilité sur le site internet de Mélissa soit accessible aussi sur Google, soit accessible aussi sur tous les sites internet social network, de faire en sorte que tout le monde n'est plus obligé de passer par un 4x3, un télé, un radio, un 97.1, qui fait en sorte que pour une jeune société, c'est assez onéreux. Donc une entreprise, avant 3 ans, n'est pas connue et reconnue. Si tout son marché, tout son capital passe dans un loyer ou dans des frais divers qui ne la fait pas se reconnaître, malgré elle a les meilleurs services et les meilleurs produits, elle ne s'en sortira pas. Donc avec un site global network, les clients qui n'ont pas forcément le temps de regarder la télévision, mais qui sont généralement sur leur tablette ou leurs ordinateurs, auront l'information directement, aussi bien le réseau particulier d'amis de Mélissa que le réseau de nouveaux connectés qui apprécient le service de Mélissa. Et petit à petit, avec 10, avec 100, avec 1000, Mélissa verra statistiquement, mathématiquement, le nombre de visiteurs qu'elle a sur son site. Alors, avant-dernière question, pour les téléspectateurs qui sont fanatiques de vidéos sur le web, qui téléchargent un petit peu clandestinement, sauvagement des choses, qu'est-ce que vous leur proposez avec Microplanète? Il est interdit, le téléchargement est interdit. Donc, selon la loi Adopi, il est interdit de télécharger, mais toléré de visualiser. Oui. Donc, je leur dirais tout simplement de passer par ma plateforme, qui est libre, gratuite et illimitée, et que tout simplement, en rentrant dans ma communauté, me permettront certes de développer mes services, mais de leur proposer demain de meilleurs services tout en étant dans la législation. Donc, je leur demanderai tout simplement de se rapprocher de moi, parce que Microplanète, c'est pas que www.microplanète.net. Je peux vous dire que vous ouvrez Google, vous prenez votre tablette, votre smartphone, votre ordinateur et vous tapez le 0690 espace 64 56 07. Et automatiquement là, vous avez l'interactivité aussi bien d'un nom, d'un numéro de téléphone, d'une activité sous tous les supports existants directement. Donc n'hésitez pas de rentrer en contact avec moi. Donc c'est un support qui marche en dom-tom, qui marche en Caraïbes, qui marche en Europe, qui marche en France, qui marche au Canada pour les expatriés, parce que chaque utilisateur étant français, guadeloupéen, européen, il a la même législation, donc il a le même droit numérique.
Bien, alors, dernière question. Au niveau de la Guadeloupe, vous avez déjà, je pose la question tout brutalement, percé sur le marché. Qu'est-ce qui vous manque? La société microplanète.net en réalité fonctionne en communauté participative. Oui. Donc une communauté participative, c'est des individus qui, de par le service que je leur ai proposé, ont permis de faire une économie substantielle. Donc faisant une économie substantielle, je trouve normal qu'ils en parlent à d'autres et d'autres personnes. Donc ça fait une publicité qui jusqu'auparavant me permettait véritablement de fonctionner. Mais il se trouve que j'utilise votre antenne tout simplement pour faire la libéralisation. La libéralisation, c'est quoi? C'est que je propose à tout le monde qui décide, qui possède un ordinateur ou une simple ligne Internet, qui est fatigué des pertes de signal, des baisses de signal, des mauvais temps sur d'autres prestataires de services et qui a son loyer, son eau, son électricité à payer et donc son téléphone et qui veut tout simplement bénéficier de mes services et de faire cette substance économie. Parce que multiplié par 12 mois, je vous assure, depuis 10 ans que je l'ai inventé, en faisant profiter ma mère, elle part en vacances, mes amis, ils font des économies, ils payent les études de leurs enfants. Donc en l'espace de 7 ans, j'en ai quand même fait, aussi bien en Guadeloupe, au Canada, en France, en Europe, bénéficier 15 000 personnes, dont 5 000 précisément en Guadeloupe. Donc c'est vrai que je fonctionnais en circuit fermé parce que je pensais qu'à mon confort, mais il est temps aujourd'hui de créer des métiers de demain pour une jeunesse active. Une jeunesse qui a un permis, chez moi, va livrer. Une jeunesse qui a un bac, chez moi, va présenter le produit et les services. Une jeunesse chez moi qui a un BTS, va faire de la maintenance. Une jeunesse chez moi qui a un DUT informatique, va faire de l'ingénierie numérique. Une jeunesse chez moi qui est accidenté ou qui a eu un souci de vie, va faire de la hotline interactive. Tout ça décemment avec des métiers valorisants et donc un salaire valorisé, tout simplement. Bien. Ben écoutez, monsieur Durimel, on a bien pris note de tout ce que vous avez dit et j'imagine que les téléspectateurs aussi, on aura probablement l'occasion de voir concrètement tout ce que vous dites. Voilà, il est pratiquement 13h30, on va retrouver la page de pub habituelle de cette tranche et puis tout de suite après, la suite du journal avec Mélissa. Et puis je rappelle qu'on va recevoir dans cette troisième partie du ZCL Elisabeth Adélaïde, qui est la directrice commerciale de Riverain Tour. Et puis après, la même Mélissa, mais cette fois-ci sur une autre casquette avec sa casquette d'ostéopathe. Voilà, nous sommes toujours dans le ZCL. On vous remercie d'être avec nous de Pointe-à-Pitre, de Paris, de Fort-de-France, de Cayenne ou même de Saint-Pierre-la Réunion. Voilà. Voilà, il est 13h37 dans le ZCL, troisième partie, troisième et pratiquement dernière partie. On va revenir tout de suite avec Mélissa pour un rapide rappel des titres de l'information. Oui, donc les titres de ce lundi 30 mai. À compter d'aujourd'hui jusqu'au 2 juin se déroule le 99e congrès des maires à Paris. À cette occasion, les maires de la Guadeloupe et la présidente du conseil départemental se sont rendus sur place. Vendredi 27 mai, jour de l'abolition de l'esclavage, a eu lieu une manifestation commémorative au fort Louis Delgrès à Basse-Terre. De nombreuses personnalités politiques étaient présentes afin de célébrer notre patrimoine. Et depuis ce matin, les salariés du SIAG sont en grève. Suite au transfert des employés de la Générale des Eaux vers le SIAG, il semblerait que ces derniers ont perdu de nombreux avantages. On revient tout de suite avec Mélissa, donc sur la commémoration de l'esclavage. C'était ce week-end, c'était les derniers jours de cette commémoration. Donc effectivement, Dani, que vendredi 27 mai, jour de l'abolition de l'esclavage, a eu une manifestation commémorative au fort Louis Delgrès à Basse-Terre. À cette occasion, le préfet de la région, en présence du commandant militaire de Guadeloupe, des élus locaux ainsi que des représentants des associations patriotiques se sont recueillis devant la plaque commémorative du fort. Reportage d'Olivier Félix. Aujourd'hui, la Guadeloupe commémore. Mais ici, c'est particulier parce que c'est ici même que nous avons le sacrifice de Delgrès qui a commencé, qui s'est passé 2 jours. Le lendemain, le 28 mai, à Matouba. Donc, ce mois d'ailleurs, c'est un mois de commémoration, c'est un mois de souvenir, c'est un mois d'obligation pour nous, fils et filles d'esclaves, d'anciens esclaves. C'est une obligation pour nous de rappeler que nous sommes respectueux
du sacrifice de nos ancêtres et que nous devons continuer, comme on dit si bien, mais je le dirais entre guillemets, le combat pour que nous puissions transmettre à la Guadeloupe, transmettre plutôt aux générations futures une belle Guadeloupe, une Guadeloupe apaisée, une Guadeloupe capable, sans haine, mais avec l'envie de dire nous sommes devenus des produits, à la fois les victimes et du bourreau, puisqu'il y a le métissage et que nous devons être réconciliés et apaisés. Et nous avons finalement le Memorial Act. Nous avions besoin d'avoir un lieu où tous ensemble on peut se retrouver, enfants de victimes, enfants de bourreaux ou enfants de victimes et de bourreaux, nous pouvons nous retrouver, frissonner ensemble et repartir quand on fait visite le Memorial Act, on repart changé, on repart, je dirais, heureux d'ailleurs d'avoir ce lieu-là pour nous donner la possibilité de dire, en fait, nous sommes capables d'assumer. C'est une très belle cérémonie du souvenir, un moment aussi d'émotion, puisque nous nous sommes recueillis devant la plaque qui célèbre le sacrifice de Louis Delgrès au Matouba en 1802. Voilà, c'est donc un moment important pour rendre hommage à tous les combattants de la liberté, à tous ces résistants qui ont permis d'aboutir à l'abolition de l'esclavage. C'est aussi, je dirais, un moment important pour construire notre avenir collectif autour des valeurs si importantes de liberté, d'égalité et de fraternité. Il y a beaucoup de commémorations en Guadeloupe. Nous avons le relais interentreprise, nous avons ici, et je sais qu'il y a d'autres organismes, associations qui organisent sur le territoire. Donc c'est déjà une façon d'honorer, de respecter quand même la mémoire de ceux qui sont morts pour nous, pour que nous soyons libres, pour que nous soyons ici aujourd'hui. Nous sommes libres, mais nous subissons. Et comme je le disais dans mon discours, quand vous voyez des familles sans eau, sans électricité en Guadeloupe, sans moyens, sans travail, que certains vont visiter quand il s'agit des élections, certains gardent sous domination pour les élections et ne font rien pour les accompagner, c'est une forme pour moi d'esclavagisme. Donc il faut aussi enrayer cela. Et je ne me sentirai jamais bien tant qu'il y aura des Guadeloupéens qui souffrent. Il y en a encore. Il y a dans notre pays, mais je parle de la Guadeloupe où je suis. Et depuis 16 ans, comme je le dis, je me bats pour cela. Je me bats pour mon pays. Je me bats pour ôter les autres Guadeloupéens dans cette forme d'esclavage que certains les ont mis à des fins politiques. L'intérêt général, l'intérêt supérieur doit primer. Et je pense que s'il y a la volonté, quand j'entends certains parler du vivre ensemble, ce sont des mots qui sortent de la bouche, même pas du cœur. Mais je le dis qu'on peut le faire sortir du cœur quand il y a cette volonté. Et ce devoir de mémoire, je dis que c'est un devoir que nous devons faire aujourd'hui. Respecter et honorer la mémoire de ceux qui sont morts pour nous, c'est de soutenir, accompagner ceux qui souffrent aujourd'hui au moment où nous sommes des hommes et des femmes au pouvoir. C'est ce qu'on appelle le vivre ensemble, faire du bien à son prochain. On continue le journal et c'est la présentation du Tour cyclisme, Mélissa. Exactement, Danick. Jeudi dernier, le comité régional du cyclisme a donné rendez-vous au vélodrome de Bémao afin de présenter la 66e édition du Tour de cyclisme de Guadeloupe. Les différents parcours du Tour cadet, féminin, junior, mais aussi senior ont été mis en place. On écoute tout de suite le président du comité, Philibert Moueza. Reportage de Maxime Morel. Effectivement, je pense que l'après-midi, on a présenté les différents parcours, des différents tours. Je vais parler du tour cadet, du tour féminin, du tour junior et du tour senior que tout le monde attend en 66e édition. C'est des techniciens qui ont choisi les parcours. Bon, c'est vrai, ils ont mis les parcours en fonction des compétitions que les filles ont pu avoir cette année. Je crois que ça part dans ce sens. Hein. Il faut quand même, je crois qu'on relance cette discipline et il ne faut pas aller trop vite ni trop loin en kilométrage avec eux. On a gardé à peu près les mêmes circuits pour les filles, pas de gros changements. Par contre, pour les juniors, on a gardé toujours le numéro de Saint-Claude le samedi après-midi. Et puis on a essayé de modifier la dernière étape, faire un circuit aller jusqu'à Guayave, ensuite un circuit dans Pointe-à-Pitre pour que la population puisse vivre une dernière étape un peu comme le Tour de France, une étape en circuit. Les seniors, par contre, nous avons un changement cette année, parce que la première étape, tout d'abord le prologue, on a voulu qu'il y ait un changement par rapport à l'insécurité qu'on retrouve sur Pointe-à-Pitre, pas assez de lumière pour une compétition le soir.
On a préféré aussi faire vivre à la population cette étape dans l'après-midi, un départ devant chez Peugeot, et pour arriver en sens contraire, le sens contraire que d'habitude, c'est-à-dire devant chez Peugeot, le stade, ensuite l'Oricis qui est pour arriver de l'autre côté où on a l'habitude de donner le départ, ce qui fait 2 km, mais le circuit sera bloqué dès 15 h. Et l'accès au bateau, il n'y aura pas de souci, ce qui permettra quand même d'avoir du spectacle de 15 h jusqu'à 18 h avec un prologue qui, pour ma part et pour aussi le comité régional, les gens qui l'ont tracé, sera beaucoup plus intéressant que les années précédentes. Quand on regarde le circuit, je crois que c'est surtout pour un cours complet, mais avec beaucoup de pièges, moins de montagnes que d'habitude, mais des étapes qui seront très difficiles. La première étape, se termine à Petit Canal. C'est une étape qui sera très difficile. Et puis le lendemain, on part de Petit Canal pour aller à Vieux-Habitants. C'est un changement dans le Tour de la Guadeloupe. Et l'après-midi, tout de suite, c'est Bastère-Saint-Claude. Ce qui démontre qu'on a voulu un peu changer vraiment le circuit cette année pour que, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y ait vraiment un circuit pour un coureur complet. On a essayé d'inviter des équipes de qualité comme d'habitude. Là, on a eu des réponses, on attend des précisions. Mais ce qu'on aurait souhaité, c'est que la moyenne augmente légèrement. Parce que je pense qu'on peut, parce que nos coureurs, selon moi, sont beaucoup sortis cette année, entre la Martinique, la Guyane et même l'Hexagone. On a vu des équipes partir très souvent. J'espère qu'on aura du beau spectacle. Et puis, ce qu'on appelle toujours, c'est la sécurité. J'espère que ce sera aussi de mise, parce que c'est important aussi pour un Tour de la Guadeloupe. On le sait tous, ce qu'on veut, c'est que la population se déplace pour encourager les sportifs, pour les accompagner aussi, et que le meilleur gagne. 13h46, comme prévu, on reçoit Elisabeth Adelaïde, la directrice de Rivointour. Bonjour. Bonjour. Alors, Rivointour, on n'entend pas beaucoup parler, mais on sait que c'est une agence qui existe. Qu'est-ce que vous proposez exactement aux gens qui vous regardent en ce moment, en Guadeloupe, en Martinique et en France? Bien sûr. Bonjour. Donc, nous sommes une agence de voyage généraliste, c'est-à-dire que nous proposons aussi bien de la croisière, des séjours, des circuits, des autotours aussi, et sur toutes les destinations, aussi bien Amérique, États-Unis, que sur l'Europe, les bateaux de croisière effectivement au départ de Marseille pour la Méditerranée, et puis les croisières aussi des fjords, le nord. On propose aussi des circuits, Inde, enfin on est sur tous les produits touristiques. On dit il y a eu un sondage qui est sorti récemment, j'imagine que vous devez être au courant, disant que les Guadeloupéens étaient devenus de plus en plus croisiéristes. Ils adorent. Et nous, on aime beaucoup leur proposer parce que c'est un formidable moyen de voyager facilement. En famille, c'est simple. Les parents ont une activité d'un côté, les enfants peuvent aller en club. On a un budget qui est déjà défini au départ puisque la croisière est en pension complète. Le client, lorsqu'il vient en agence, il sait le budget à peu près qu'il va avoir pour acheter sa croisière. Donc c'est vrai que c'est un produit qui est très intéressant pour le client et puis pour nous, on aime le vendre parce que c'est toujours du bonheur de pouvoir visiter aussi bien la Caraïbe que la Méditerranée, les fjords. C'est vrai que c'est un très bon moyen de voyager. Je comprends que les Guadeloupéens aiment. Et dans ce cas-là, on peut dire que la croisière est devenue abordable du point de vue du prix? Alors, la croisière est un produit abordable aujourd'hui, notamment quand les bateaux sont proposés au départ de Pointe-à-Pitre, c'est-à-dire sur toute la saison de novembre à mars, début avril. Et pour le client, c'est vrai qu'à certaines périodes, on a des départs à partir de 449 € par personne, voire moins quelquefois. Donc c'est vrai que c'est abordable et on peut s'y prendre très longtemps à l'avance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des personnes qui veulent voyager sur la saison prochaine ont déjà commencé et fait leur réservation. La saison commence au mois de janvier? De novembre. Au départ de Pointe-à-Pitre, j'insiste. Mais pour ceux qui veulent effectivement faire un peu de croisière cet été, on propose des départs de Porto Rico ou encore le plus simple, c'est vrai, de Miami. Alors, autre chose, c'est le transport aérien. Alors, on sait que la période qui vient, ça va être le bouchon, l'embouteillage un peu Bien partout. sûr. Que faire? Comment les gens peuvent s'organiser pour ne pas trop payer trop cher un billet Pointe-à-Pitre Paris ou l'inverse? Alors déjà, nous, on dit toujours de s'y prendre un petit peu à l'avance. C'est vrai, contrairement à ce que les gens pensent, les dernières
dernière minute, c'est rare que ça coûte moins cher, surtout en période d'été. Donc, on leur propose effectivement de réserver tôt, si c'est pour des vacances sur juillet-août et en haute saison. Maintenant, c'est vrai que sur de la période un petit peu en basse saison ou hors période de vacances scolaires, on peut avoir aussi des bons tarifs. Et nous, on propose aussi d'accompagner les clients pour avoir certaines aides sur Pointe-à-Pitre Paris, notamment sur la Dôme, enfin des choses comme ça. Donc on peut les accompagner aussi pour bénéficier d'aide. Si je comprends bien, les derniers tarifs pas trop chers, c'est la fin du mois de juin, après, à partir de juillet, ça flambe? Exactement, jusqu'au 20 juin. Et là, par exemple, on parle de la période, on commence le mois de juin, les vols sont particulièrement chargés. Ah bon, pour le mois de juin, oui, ils sont déjà chargés? Oui. Donc les Guadeloupéens aiment voyager, ils se rendent toujours autant sur la métropole, mais ils voyagent aussi, le point de Paris est juste un tremplin, ils voyagent beaucoup dans les autres pays. Dernière question, est-ce qu'on voyage beaucoup vers la Caraïbe? Est-ce que le Guadeloupéen va vers la Caraïbe désormais ou préfère aller encore en Europe? Alors, notre spécificité, on aime faire voyager les clients dans la Caraïbe. Donc, c'est vrai qu'on leur fait découvrir des îles comme Curaçao, Saint-Kitts, la Barbade. C'est vrai que ce n'est pas facile. Voilà, ce n'est pas évident. Mais lorsqu'on a le bon plan que nous, on peut vous donner, nos agents sont des professionnels, donc elles connaissent le bon circuit, le bon hôtel. On aime les faire voyager parce que la Caraïbe, c'est vrai que chaque île a sa spécificité et c'est un bonheur de pouvoir rencontrer aussi des Caribéens. Et bien sûr la Havane. Alors bon, voilà. Oui, la Havane, ça va bientôt se rouvrir. Voilà. Alors c'est vrai que c'est un petit peu compliqué sur l'été de voyager parce qu'en fait les vols sont chargés et les hôtels sont un petit peu difficiles. Mais on a nos prestataires et on fait partie d'un réseau qui s'appelle le réseau Tourcom qui nous permet d'avoir des réceptifs dans quasiment tous les pays du monde. D'accord. Alors, avant-dernière chose, les vols vers les États-Unis ont aussi chuté, les prix ont chuté. Ouais. Je crois que la saison redémarre bientôt. Bien sûr, à partir du mois de fin octobre. Donc, on aura à nouveau des vols sur New York avec la compagnie norvégienne et bien sûr avec les autres compagnies sur Miami. L'ouverture est quand même plus simple sur les États-Unis. Donc voilà, mais c'est des destinations de toutes les manières que les Guadeloupéens aiment. Alors dernière chose, on va devoir, il faut le dire, Elisabeth, vous retrouver très prochainement pour une chronique touristique. Oui. Alors vous avez fait rêver les Guadeloupéens? Oui, rêver, leur donner les bons conseils, les bons plans, les bons conseils, les bonnes astuces pour voyager tranquille et serein. Bien, on aura plaisir à vous retrouver. On vous remercie d'être venu. Merci à vous. Je profite puisqu'il est pratiquement 13h52 avant de retourner vers Mélissa, de rappeler que le concours, le jeu concours Suivez l'actu en ZCL continue. Vous avez aujourd'hui une question sur le Facebook du ZCL qui est extrêmement facile. Il suffit simplement de répondre à cette question et vous avez la possibilité de gagner une croisière, de gagner des voyages en avion Miami ou Paris ou même des smartphones. Alors, mon seul conseil, le site du ZCL.tv ou simplement le Facebook du ZCL. On retourne vers Mélissa et là on parle de Cassave. Oui, c'est ça, Danick. Donc tous les fans de Cassave étaient réunis ce samedi au Zénith de Paris. Le groupe a entamé ce vendredi une série de 3 concerts, les derniers selon les paroles du groupe. Mais en attendant, ils ont une nouvelle fois fait danser et chanter leur public avec une générosité exceptionnelle. Reportage de notre correspondant à Paris, Maurice Cessé. Ce que j'ai retenu, c'est qu'en fait, Saint-Éloi et Martelly, ils étaient très actifs et au niveau des vêtements,
à chaque chanson, pratiquement, ils changeaient de costume, plus ou moins. Et à deux, ils ont vraiment fait le jour, tant par leur voix que par leur aisance, en fait, sur scène. Effectivement, j'étais là, donc effectivement, il y avait une super ambiance, il y avait du monde, il y avait beaucoup d'animation, et puis effectivement, les costumes, ça changeait énormément, et puis je crois qu'ils étaient costumés par Paco Rabanne à l'époque. Ah oui, c'est vrai. Ouais, avec les danseuses surtout, qui étaient une présence bien active. Alors depuis le premier, c'est-à-dire on venait pratiquement les 3 premiers. Après là on a fait un petit break et là on vient pour le dernier. Voilà. Pratiquement tous les albums, ouais, parce que j'adore, c'est déjà ce groupe-là qui vient en métropole et puis qui met autant d'ambiance et puis on se retrouve entre Antillais, tous ces machins-là, c'est formidable. Et puis il n'y a pas que les Antillais, il y a tout le monde, il y a tout un peuple et ça fait plaisir. Et tout ce peuple-là qu'on voit de l'extérieur qui vient voir Kassab, je trouve c'est bien, c'est formidable. Voilà, il est 13h et exactement 56 minutes, Mélissa. On a très peu de temps, mais il faut qu'on parle du lumbago. Et là, vous prenez votre casquette d'ostéopathe. Voilà, donc le lumbago, j'ai décidé de vous en parler. Donc, il est emprunté au latin qui signifie une faiblesse des reins. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a 60 à 70% des Français qui ont souffert au moins une fois des lombalgies, donc des douleurs au niveau du bas du dos, au niveau des lombaires. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé d'en parler, car une grande partie de la population est touchée. Et ça fait partie des premières causes des maladies professionnelles et arrêt de travail aussi. C'est qu'on est mal assis, c'est quoi l'origine du lumbago? Alors l'origine, c'est une lombalgie aiguë, donc ça va arriver dû à un traumatisme, par exemple à un effort violent ou encore à un faux mouvement en jardinant, en bricolant. Voilà. En soulevant quelque chose de très lourd. En soulevant quelque chose de très lourd également. Oui. Donc on peut se faire une petite lésion au niveau des lombaires et essentiellement au niveau des petits muscles qui normalement maintiennent les lombaires. C'est ces muscles en fait qui vont être spasmés et du coup verrouiller la vertèbre, la positionner dans une position anormale. D'accord. Voilà. Alors, je vois qu'un problème de constipation aussi peut provoquer un excès d'information. Oui, effectivement. Donc, un problème au niveau viscéral, que ce soit au niveau des reins, du côlon, de l'intestin grêle ou encore de la vessie et des organes sexuels, vu qu'ils sont innervés par les vertèbres lombaires. Donc, un problème au niveau de ces viscères peut entraîner donc effectivement une fragilisation au niveau de ces vertèbres lombaires. Et comment ça se manifeste? Quels sont les premiers symptômes, Mélissa? Donc généralement la personne aura une douleur en bas du dos, donc elle ressentira une sensation de déchirement, de craquement et donc une perte de mobilité lorsqu'elle va faire des mouvements de torsion ou alors lorsqu'elle essaiera de se baisser vers l'avant ou même de se redresser. Et même couché, on peut souffrir d'un lumbago? Ça a tendance justement à diminuer lorsqu'on vient de se faire le lumbago. Alors, quelle est l'action? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a ce lumbago? Quel traitement? Des piqûres ou bien Donc bien sûr, il y a les traitements médicamenteux, donc antalgiques, anti-inflammatoires et des myorelaxants, donc pour relâcher les muscles qui sont spasmés. Mais bien sûr, il y a l'ostéopathe qui peut intervenir. Et lui, nous, on va intervenir. Donc, on va d'abord par l'anamnèse, l'interrogatoire, mais aussi des tests ostéopathiques. On va chercher l'origine donc du lumbago. Donc, comme on l'a dit auparavant, soit traumatique ou soit
viscérale ou même une combinaison des deux, osteoarticulaire et viscérale. Et ensuite, on va aller libérer les blocages, détendre les muscles spasmés et aller voir également au niveau viscéral, donc s'il y a eu des tensions au niveau du côlon, de la vessie, pour détendre également à ce niveau-là. Mais pas de kiné, c'est uniquement l'ostéopathe qui agit là. Moi je parle en tant qu'ostéopathe, donc après bien sûr les kinés peuvent aussi très bien détendre les muscles. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter le lumbago? Pour que je n'ai jamais de lumbago. Donc déjà ce qu'il faut c'est essayer de ne pas porter de charge lourde ou alors utiliser ses jambes et ne pas forcer avec son dos. Donc ça c'est la première chose. Oui. Donc voilà. Et dans un deuxième temps, ce qui est important, c'est de s'échauffer si on a une activité physique, sportive. Quand on va faire du sport, il faut s'échauffer avant. Voilà. Même dans le pays chaud comme la Guadeloupe. Oui. Même dans un pays chaud. Oui. Et boire beaucoup d'eau pour éviter justement ces petits spasmes musculaires. Alors donc, si vous avez un lumbago, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est le contact immédiat avec le 0690. 06 90 50 14 36. Voilà, il est pratiquement 14h pile aujourd'hui. Avec la réalisation de Yann, on a pratiquement terminé à l'heure. C'est tant mieux. On se retrouve demain avec Jessie. Et quant à Mélissa Gondet, on la retrouve lundi prochain. C'est ça, lundi prochain, Dani. Merci d'être venu avec nous de Paris à Pointe-à-Pitre, de Fort-de-France à Cayenne, de Cayenne à Saint-Denis de la Réunion et aussi un peu partout en Guadeloupe. Vous étiez dans le ZCL. C'est terminé. N'oubliez pas le jeu concours sur le Facebook. Vous avez la possibilité de gagner quelque chose en ce moment.